Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour une nouvelle semaine d'aventure, de découverte, apprendre énormément de choses. Et là, on va faire un petit focus logistique là, pour démarrer. Puis vous allez voir, on va étendre ce petit focus logistique. Et il se passe énormément de choses autour de la logistique, ça je crois que vous le savez. L'étendre au sujet des livraisons de repas, des choses comme ça. J'ai l'impression que là, qui se monte dans ce secteur là autour de la livraison au sens large. Presque une start-up par jour, mais avec des réflexions assez récentes. Enfin bon, bref, on va parler de tout ça. Ensuite, alors une initiative, on va voir ce que ça donne, mais j'adore ça. Alors l'entreprise s'appelle Perles d'Histoire, et il se trouve que c'est donc une historienne qui décide d'enregistrer des dirigeants, d'ores et déjà, là, pour qu'ils racontent leur Covid. Et elle va donner ça aux archives nationales. Il va y avoir une trace, quelque chose qui va permettre de raconter cette histoire assez incroyable. Donc voilà l'environnement dans lequel on va être pendant 1 heure, si vous nous faites l'honneur de rester avec nous. C'est parti. Donc on démarre avec la logistique, avec Pascal Rialan qui est avec nous. Bonjour Pascal. Enchanté, bonjour. PDG de Balio. Donc j'ai écrit la logistique affole les compteurs. Voilà le. D'accord. Hein bah, écoute, alors, tu vas me dire, non mais c'est intéressant à tout point de vue ce chiffre. 87% de hausse. Donc, attends, d'abord, il faut dire ce que fait Balio. Balio robotise les Fenwick. Pour faire simple. Pour faire simple. Voilà. Donc, on utilise des chariots standards qui sortent des usines du groupe Linde 2, dont Fenwick fait partie, et on met à disposition un conducteur virtuel embarqué sur le véhicule. On n'a plus besoin du cariste sur le véhicule. Mais c'est le Fenwick de base, hein. C'est vraiment le transpalette. On ne le change pas. Tel qu'on le connaît. Tout à fait. Est-ce que tu peux aussi robotiser mon transpalette qui est dans mon entrepôt depuis quelques années? Alors, techniquement, oui, c'est possible, mais ça n'a pas tellement de sens parce que cette machine, après quelques années, elle s'est pris pas mal de murs, ou en tout cas, elle a souffert. Et donc, la valeur résiduelle de cette machine est tellement ridicule par rapport à la valeur embarquée sur un robot que ça n'aurait pas tellement de sens. D'accord, ça sert donc, à rien. on prendrait un risque qui n'aurait pas beaucoup de sens. Ouais, voilà. ouais, ça sert à rien. Voilà. Mais parce qu'il y a un sujet, alors, t'inquiète pas, on va pas partir là-dessus, on va parler de la logistique, mais quand même sur la robotisation. Donc c'est quoi? C'est la disparition du métier de cariste globalement, d'ores et déjà programmée? À long terme, oui, mais à court terme, non. Enfin, aujourd'hui, alors on a certains sites sur lesquels on a certains de nos robots qui tournent et au maximum, on va être capable d'automatiser peut-être une vingtaine, une trentaine % des flux. Qu'on pourrait automatiser. Le reste, l'humain reste indispensable. Il faut filmer des palettes, il faut découper des choses, faire un contrôle qualité. Et donc là, l'humain est indispensable et c'est souvent le cariste qui le fait. Filmer les palettes, c'est pas encore automatisé. Alors, le filmage, palettes, oui. C'est mettre un film plastique autour des palettes. Voilà, mais ça va être mettre une étiquette, faire des choses comme ça. Et ça, l'humain le fait. Et c'est souvent d'ailleurs le cariste qui s'en occupe. Donc voilà. Donc. Et je crois qu'il y a un sujet quand même dans la robotisation, et ça aussi c'est super intéressant, c'est chargement-déchargement. C'est-à-dire que les camions. C'est pas toujours le même camion. Hein. Alors oui, le chargement, le déchargement des camions, c'est peut-être l'un des derniers flux logistiques qui sera fait par des robots. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, techniquement, c'est pas possible en fait, tout simplement, parce que les palettes sont collées dans les camions et sortir ça de manière automatisée, c'est prendre trop de risques par rapport à la palette, tout simplement. Non, mais pourquoi en plus? Parce que on est dans une réflexion de l'ensemble de ceux qui organisent la supply d'optimisation du chargement des camions. Oui. Et donc ça veut dire qu'il va falloir, pour le coup, évidemment, quand même pas mal d'intelligence humaine, et pour remplir le camion, et pour le décharger de manière intelligente. Justement. Alors, il y a déjà des solutions qui permettent de décharger les camions, mais ce sont des espèces de chaussettes qui passent sous les palettes, qui sortent tout d'un coup. Ouais. C'est pas les robots tels qu'on les... Oui, mais tu sors tout d'un coup. C'est-à-dire tu peux pas aller chercher, pour aller chercher le paquet qui va bien avec le camion, là. Voilà. Mais ça, c'est effectivement des solutions, on sort tout d'un coup et il faut que le camion ait un certain standard généralement. Donc ça se fait de bâtiment à bâtiment ou d'usine vers des sites qui sont spécialisés. La logistique du tout venant automatiser, sortir les palettes, c'est encore rare. Ouais, voilà. Et donc pour qu'on comprenne bien, vous voyez l'entrepôt et vous en fait, ce que vous faites, c'est que vous modélisez l'entrepôt et ensuite les Fenwick se baladent dedans. Voilà. Vous gérez la totalité de l'automatisation du lieu. On va dire exactement. Ça comme ça. Donc comme je suis venu ici, je ne connaissais pas les lieux, je suis venu pour la première fois, on vient de se rencontrer. Donc je suis rentré ici, je suis capable de ressortir. Donc mon cerveau a tout simplement cartographié votre site et si je me concentre un peu, je ressortirai
en corrélant ce que j'ai vu à l'origine pour ressortir. Nos robots, c'est pareil. On cartographie l'environnement, on stocke ça sur le robot, et ensuite le robot est capable d'évoluer en totale autonomie dans la partie cartographiée. Voilà. Il y a même, oui, c'est ça. Il n'y a même pas un gars avec un joystick quelque part. Il n'y a pas de balise, il n'y a pas de référentiel, il n'y a rien de tout ça. Donc, en gros, on va lui dire va chercher tel lot sur l'étagère. Ouais, c'est ça. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Une fois qu'on a cartographié le site, donc ça c'est le visuel, on va dire ça comme ça. Ensuite, évidemment, on recrée les chemins, les positions en rayonnage, les points de prise, les convoyeurs, afin, en fait, tout simplement d'indiquer au véhicule quel est le chemin à parcourir du point A vers le point B. Ouais. Mais une fois qu'on a cartographié le site et les infrastructures, on peut y aller. Vous avez l'une de ces nombreuses vidéos de Boston Dynamics. Vous avez tous en tête les vidéos de Boston Dynamics avec des robots. Alors c'est soit des robots chiens, soit des robots chiens, soit ils ont comme ça un robot qui est humanoïde. Ouais. Et on le voyait essayer de mettre un paquet sur une étagère et l'humain l'empêchait de le faire. Tu te souviens pas de ce truc? Si, je connais ces vidéos. Et c'était tellement terrible qu'on était presque pris d'affection sur ce robot qui n'y arrivait pas, qui essayait, etc. C'est la robotique quasiment humanoïde chez eux. Oui, mais ça, en fait, ça n'a pas de sens, c'est ça. C'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop cher, sans intérêt. Alors, il y a une question de coût, évidemment, mais aussi la sécurité. En fait, ces machines-là, je connais bien Boston Dynamics, on a certains de nos collègues qui travaillent chez eux maintenant. Malheureusement, gérer la sécurité de manière industrielle avec des machines comme celle-là reste pour moi une vraie question. Je ne sais pas comment ils la gèrent, je n'ai jamais échangé avec eux, mais ça serait très intéressant peut-être de les convier, d'échanger avec eux. Je ne sais pas comment ils gèrent la sécurité. La sécurité dans notre environnement, dans le monde de la logistique, elle est normée, elle est cadrée, elle doit être calculée mathématiquement. Et ça, je ne sais pas aujourd'hui si c'est possible avec ces technologies-là. D'où l'immense avantage de travailler avec Linde. C'est quoi l'autre gros fournisseur? Il y en a deux gros fournisseurs. Alors, on travaille avec d'une part Linde, notamment pour le marché européen en Asie, et puis avec Hyster-Yale qui nous permet de couvrir le marché américain, puis aussi le marché asiatique, l'Europe. Enfin, on travaille de manière mondiale avec les deux. C'est ça, voilà. Et donc on travaille en fait dans les normes de Linde et donc dans les normes de la logistique. Alors, c'est les normes de la robotique mobile appliquée à la logistique. Alors, il y a des normes de sécurité pour les machines de base, enfin sur les bases véhicules, mais les normes qu'on doit appliquer en robotique mobile sont encore d'autres normes, d'autres directives. Il y a même une directive européenne sur le sujet qui a été transférée dans une norme ISO. On est peut-être trop dans les détails. Non, au contraire, vas-y. Mais c'est passionnant. Mais voilà. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc on est dans un monde qui est déjà normé, à la différence de la voiture autonome, où pour l'instant c'est encore un peu ouvert, c'est un monde très ouvert. Nous, c'est normé, ce qui nous donne un énorme avantage et la possibilité tout simplement de faire grandir ce marché, bien sûr. Et pourquoi est-ce que c'est super important? Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, on est dans un monde où les robots et les hommes vont vivre ensemble. Voilà. D'une part... Ce mot de cobotique, là, qui vient assez régulièrement. En plein dedans. Hommes et robots doivent être ensemble et non plus séparés par un mur, par un grillage qu'on a beaucoup vu dans les usines. Nos robots ne sont pas en cage. Non, ce n'est pas des oiseaux en cage. C'est vraiment des robots qui évoluent au sein de la logistique, au sein des lignes de production, parfois. Donc, on est vraiment... nos robots doivent être sûrs. C'est-à-dire que si quelqu'un traverse un passage, le robot doit s'arrêter en sécurité et de manière sûre, fiable. Et cette fiabilité industrielle qu'on doit obtenir, elle est cadrée, elle est normée, et ça, c'est difficile à faire quand on veut. Et c'est un frein à l'innovation aussi, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà. Ben oui, mais dis donc, heureusement. Ah oui, mais non, mais... non, et s'il n'y avait que des palettes et des cartons, ça ne me gênerait pas. Mais il y a des gars quand même qui sont obligés. Voilà. C'est vrai que par rapport aux robots de Boston Dynamics, on est beaucoup plus contraint, évidemment. Voilà. Bon, et donc, une fois qu'on a dit tout ça, 87% de hausse du chiffre d'affaires au 4e trimestre 2020. Ouais. Il y a un effet de rattrapage, forcément. Oui, l'année 2019 a été un peu difficile pour nous, et puis on a bien relancé la machine en 2020, c'est l'idée. Mais alors, est-ce que ça... Alors, première chose, est-ce que ça veut dire, ce que je dis moi assez régulièrement, mais là, que en fait, les industriels, l'ensemble de ceux qui investissent sont aujourd'hui le pied sur l'accélérateur? Et dès que le brouillard se lève un peu, parce que ça, c'était, j'imagine, les commandes de l'été, quand on a cru qu'on était sorti, on était un peu tiré d'affaire, pour le coup, ça repart à fond. Alors, il y a plusieurs effets. Il y a déjà un effet de rattrapage, mais purement interne Balio. On avait évoqué dans les communiqués précédents les difficultés techniques qu'on avait eues. On a fait malgré tout beaucoup d'innovations chez Balio. On a poussé la technologie au point qu'on pouvait. Pour une raison, on reviendra peut-être après dessus, c'est de permettre tout simplement de changer un véhicule manuel avec un véhicule robotisé dans le même environnement sans changer l'infrastructure du client. Un des gros freins de notre industrie, c'est si on demande au client de changer la largeur de ses allées, de changer ses palettes, etc., pour faire la robotique,
En fait, c'est génial, mais ils ne le font pas. Et donc ça, c'est un gros frein auquel on a à faire face. Et donc on essaye de lever. Donc on a lancé beaucoup d'innovations en 2018, 2019, notamment sur la prise et la dépose en grande hauteur. Voilà, donc on s'est pris le pied dans le tapis, on a testé des choses. Mais ça aussi, non mais c'est génial, ça nous permet de voir tous les sujets. Ça aussi, c'est un sujet que les entrepôts, ils vont monter forcément. Ouais. On est sur une contrainte de mètres carrés, voilà. Et donc ils vont monter. Il faut aller, voilà. Il faut toujours aller plus haut, avec toujours moins de place possible autour des robots. Donc, on a lancé ces 2 dernières années des véhicules qui permettent de ne rien changer chez les clients. C'était très important. On a mis 2 ans à stabiliser ces produits. En juillet dernier, on a lancé la 2e génération de ces produits où on a fait tout simplement, on a collecté, consolidé toutes les informations, toute l'expérience des erreurs du passé. Et donc maintenant, on est reparti sur une lancée avec des produits qui sont fiabilisés, qui permettent de ne pas changer les infrastructures des clients. Et c'est vraiment une grosse demande qu'on a, notamment dans le monde de la logistique traditionnelle, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément énormément de moyens, beaucoup de capex à mettre sur ces sujets-là. Tout à fait. Et voilà, ça nous permet. Démarche super étroite. Voilà. Et en même temps... Beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes et une accélération des flux, là. C'est ça le sujet, là, maintenant ? Alors, la logistique traditionnelle n'a pas tellement souffert pendant le Covid, au contraire, il y en a qui sont plutôt bien sortis. Oui, d'où cette nécessité d'accélération des flux, parce qu'il y a plus de demandes. Alors après, la conversion d'un « Ah, si j'avais eu des robots, j'aurais pas eu des caristes qui sont partis, malades, etc. » Ça met du temps dans notre monde. Entre un constat, une décision et un changement, c'est 2 ans. Donc, on a commencé il y a 1 an. Raisonnablement, l'année 2021 devrait être... Mais c'est pour ça, parce que dans le communiqué de Chicago, il y a mise en place d'une nouvelle stratégie commerciale. Ouais. C'est pour essayer d'accélérer, justement, ces 2 ans, là, entre... quand même, là, j'ai pas pu décharger ou j'ai raté des flux, le flux a dû s'arrêter. Alors, et l'idée, je vais robotiser tout ça ? Oui, alors il y a de ça, mais il y a aussi une situation un peu interne. Encore une fois, on avait deux clients chez Balio historiquement. On travaillait avec Linde ou Asteriel. On était en vente indirecte. Donc on est toujours en vente indirecte, mais on a ajouté en 2020 des intégrateurs. Je ne savais pas ça. C'est Linde qui vend Balio. Oui. Jusqu'à la fin 2019. D'accord, j'avais pas le détail. Ouais. J'avais pas d'accord. Voilà, donc jusqu'à la fin 2019, Balio vendait aux clients au marché de manière indirecte au travers de Linde ou d'Asteriel. À partir du mois de l'année 2020, on a ajouté à cela des intégrateurs indépendants. L'année 2020, pour lancer des nouvelles offres, pour des gens qui eux-mêmes ont des difficultés à passer l'année, ça n'a pas été la chose la plus facile à implémenter, mais c'est parti. Et sur l'année 2021, on va aussi commencer à vendre en direct, ce que nous n'avons jamais fait dans l'histoire de Balio. Donc c'est aussi beaucoup de nouveautés qui vont permettre de faire des relais de croissance sur 2021 et les années à venir. Voilà. Ouais, mais on est sur de la méga innovation quand même, et on est sur de la méga innovation en France. Donc voilà, moi je suis française, oui, je suis très très fier qu'on raconte cette histoire, financée par la bourse. Enfin. Alors, en tout cas, c'est une boîte. Mais... Oui, non, mais voilà, non, mais c'est ça. C'est une boîte cotée. C'est une boîte cotée. Ouais. Et une boîte cotée dans l'innovation, c'est pas toujours facile. Non, les deux sont pas forcément compatibles. Est-ce que là, on est justement avec des actionnaires qui comprennent que ils sont embarqués pour un moment, mais que l'histoire, elle peut être une histoire un long fleuve tranquille. Voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Non, c'est même plutôt une berge qui descend vers le fleuve. Là, elle remonte un peu. C'est ça. Là, elle remonte un peu. Non, mais comment est-ce que ça se passe, justement ? On dit beaucoup aujourd'hui en France, chercher des capitaux pour l'innovation de rupture, pour des choses comme ça, c'est très compliqué. Donc, comment est-ce que ça se passe pour toi, Pascal ? Justement, l'année 2020, c'est une année où on a beaucoup travaillé avec les équipes pour réduire les pertes de Balio. On avait une perte en 2019 de près de 17-18 millions, avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 20 millions. Donc c'est vrai que c'était une direction, c'était un chemin qu'on ne pouvait pas poursuivre. Donc on s'est attelé, d'ailleurs les analystes ont une analyse à peu près fidèle de la situation, on s'est attelé à réduire les pertes de la société pour permettre à la société de poursuivre son chemin sans avoir affaire à des appels au marché réguliers, comme d'autres sociétés peuvent le faire. Voilà. Sans trop avoir à se diluer, pouvoir continuer à financer l'innovation sans trop avoir à se diluer. Exactement. Écoutez, chapeau. Merci. Chapeau. Donc, Balio, Pascal Rialan et l'accélération de la logistique et la robotisation de la logistique, c'était notre premier invité sur Bismart. On continue, les amis. Pas très très loin d'ailleurs de la logistique. Pas très très loin. Jonathan, on n'est pas très très loin de la logistique. C'est vrai. Quand on parle de Resto du Coin. Jonathan Mallet. Alors,
Je discutais, il se trouve que je connais très très bien un livreur Uber. Voilà. Et donc je disais, tiens, je reçois un gars qui veut changer un petit peu les codes, tout ça. Il me dit, en ce moment, il y en a un par jour. Ah, c'est vrai. Le livreur me disait lui-même, moi-même, je pense que je vais peut-être monter ma propre start-up de livraison de repas. Il devrait. C'est un phénomène de dingue. C'est la conjoncture qui veut ça. C'est-à-dire, alors, on va parler de la façon dont alors, Resto du Coin veut essayer de changer un petit peu les codes de tout ça, apporter de l'innovation, etc. Mais tu as le sentiment, Jonathan, que ce qui s'est passé donc, sur ces 9-10 derniers mois, c'est un phénomène durable. Moi, je regarde ça, mais quand les restos vont rouvrir, les mecs qui travaillent avec des flopées de livreurs, à un moment, il va quand même y avoir une sacrée chute, non, de la demande. Ou pas, justement, c'est la question. La question à laquelle les restaurateurs aimeraient trouver Enfin, toi, la parce réponse. que les restaurateurs, eux, qui livrent des repas en salle ou qui livrent des repas... Les restaurateurs, la plupart, ne livraient pas de repas. Oui, c'est de la restauration de quartier. Qu'ils accueillent les gars dans leur salle ou alors qu'ils livrent des repas, finalement, pour eux, l'important, c'est leur chiffre d'affaires, quoi. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il leur reste sur le chiffre d'affaires? Ah, on y vient tout de suite. Là. Donc, tu réponds pas à ma question, alors. Phénomène durable. Phénomène durable, on entend parler de variants. Après, je ne suis pas un expert à ce niveau-là, loin de là, mais on espère que ce sera le plus court possible. Mais les changements de comportement semblent être durables. Ah, voilà, c'est ça. Non, c'est pas savoir combien de temps on en a avec le Covid. Oui, c'est sûr. T'es pas je pense qu'il y en a pour 6 mois. C'est ça. Après, il faut voir. Non, c'est justement... Les changements de comportement, oui. Le télétravail, la livraison, la commande à domicile, l'accélération des délais de livraison, le tout de suite, tout maintenant, c'est sûr que ça, c'est durable. D'accord. Donc, c'est le moment d'investir là-dessus, alors. Je pense. C'est le moment de monter sa boîte. Je pense. Ouais, en tout cas, c'est toujours le moment de monter sa boîte. C'est toujours le moment. Oui, absolument, c'est toujours le moment. Alors, Resto du Coin. Alors, Resto du Coin. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Donc, tu as dit ce qu'il leur reste. C'est-à-dire, le départ, en tout cas, la façon dont tu vends ta démarche, c'est d'abord les 30% de commission. Parce que les premières personnes à qui il faut parler, ce sont les restaurateurs. Ouais. Et les restaurateurs, le point numéro 1, c'est qu'est-ce que leur coûte le fait d'être sur ces plateformes. Et ça leur coûte 30%. Uber et Deliveroo. Hein, Uber et Deliveroo et Just Eat et tout ce qu'on veut, comme s'il y avait Ils sont tous à 30%. une entente. Ah ouais, dis donc. Un petit restaurateur lambda qui n'a pas les moyens d'aller négocier avec eux, c'est 30%. Et encore, comme on est sur un plateau un peu technique business, on peut aller plus loin. Vas-y. C'est 30% de leur TTC. Donc, ils payent également une com sur la TVA qui est à 10% pour la livraison. Et ils récupèrent une partie de la TVA sur ce qui est facturé par les plateformes, donc les 30%, parce qu'il y a de la TVA aussi qui leur est facturée. Sauf que la TVA qui leur est facturée sur les 30% est inférieure à la TVA. Mais c'est ahurissant. Donc en gros, je vous épargne les calculs, ils payent 33% de leur chiffre d'affaires. Mais je ne savais pas que c'était sur le prix TTC. Moi, je C'est sur croyais que c'était sur le prix hors taxe. C'est sur le TTC. Non, mais alors, pour le coup... Non, je me demande... Parce que globalement, c'est pas normal. Enfin, Bercy, à un moment, va regarder ça quand même, non? C'est un business, hein. Le Non, business est libre. Non, le business est libre, mais c'est pas normal que Uber et Deliveroo se fassent de la marge sur de la TVA. Tu vois ce que je veux dire? Ça, oui. Ah non, Ça, c'est pas normal du tout, ça. C'est un impôt, hein. C'est vrai. Tiens, tu m'apprends un truc, dis donc, comme quoi. Ça apprend plein de trucs. Donc, OK. Donc, toi, déjà, commission moins chère. Donc, déjà, nous, on essaye de bannir le mot commission. C'est une plateforme de mise en relation entre les restaurateurs et les consommateurs. Donc, nous, ce qu'on va gagner, c'est des frais de mise en relation qui sont clairs, qui sont affichés. 1 € hors taxe pour chaque commande, quel que soit son montant. C'est ce que nous, on va gagner. Ah oui, tu casses le truc, là. Alors après, on peut aller dans les détails, hein, parce que pour l'emporter, il n'y a pas de coût supplémentaire, c'est 1 €. Quand on fait de la livraison, il y a quelqu'un à payer, il y a le coursier qu'il faut payer. Donc le coursier, dans les 30, 33 ou ce qu'on veut des plateformes, ils vont payer leur coursier. Mais comment ils vont le payer, ça c'est encore une autre question. Donc l'idée, c'est nous de prendre 1 €, de réduire nos frais et d'essayer d'équilibrer. 1 € sur une commande moyenne, c'est quoi? C'est 15-20 €? Non, la moyenne, ça va plus être autour de 20-22 parce qu'il y a des gros paniers. Ah oui, d'accord. Mais après, il faut payer le coursier encore.
Et ça, alors justement, et ça c'est quoi? C'est le restaurateur. Alors, Toi, tu t'occupes. Ah, mais parce que c'était une de mes questions, ça. mm, Toi, tu es une plateforme de mise en relation. C'est ça. On va raconter que tu veux être local, etc. Et tout, on va raconter ça. Mais alors, tu t'affranchis complètement du sujet des coursiers. C'est au restaurateur de se débrouiller. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. On peut pas. Sinon, on pourrait pas essayer de jouer sur le même terrain. Donc nous, on part du principe que nos frais sont arrêtés, c'est 1 euro hors taxe par commande, quel que soit le montant. Après, il faut équilibrer les acteurs en présence pour qu'ils s'y retrouvent tous. Le consommateur, qui veut être livré vite, pas payer trop cher. Le restaurateur, qui ne supporte plus d'entendre parler de ses commissions, vraiment, au point que certains ne veulent pas aller sur ces plateformes, même s'ils n'ont pas trop le choix. Et le coursier, on entend suffisamment dans la presse parler de précarité ou du montant qui peuvent être payés. Ouais, enfin ça là-dessus, bon, moi, c'est j'en un sais autre rien. sujet. Je trouve, je te dis, j'en connais un certain nombre très bien. Ouais. Alors, ils se plaignent pas tous, pas Et du non, tout. Hein. voilà, ils se plaignent Ah pas non, tous. je suis totalement Ils se plaignent d'accord, pas j'en tous. discute avec beaucoup. Il y en a qui sont très contents, qui font des bonnes journées parce qu'ils enchaînent les courses pendant les périodes de rush. Maintenant, on ne peut pas dire on va garder les règles au niveau des coursiers avec des courses parfois qui sont payées moins de 3 euros et essayer de favoriser que le consommateur et le restaurateur. Si on se veut équitable, et c'est un peu Et donc, comment est-ce que tu slogan, résous ce en problème? fixant un prix minimum pour la course. Un tarif minimum à 5 euros par course. Mais comme nous, on prend moins derrière, ça reste acceptable. Alors, qui paye ces 5 euros? Donc ça veut dire qu'en gros, c'est 6 euros par commande pour le restaurateur. Ton euro de mise en relation, 5 euros de la course. Non, parce qu'il y a le consommateur qui paye une partie de la livraison. Comme sur les plateformes. D'accord. Donc ça, nous, on a fixé ça à 1,90 €, Ouais. ce qui reste inférieur à la moyenne des frais de livraison qui sont payés actuellement sur les grandes plateformes. D'autant plus qu'ils ont rajouté des frais de gestion récemment. C'est encore autre chose qu'on n'a pas. 1,90 € pour le consommateur et le reste à payer pour le coursier Alors, sachant que, chez le restaurant. il faut y venir, t'es local, toi. Toi, tu te dis en fait, donc resto du coin, ça veut dire qu'en fait, comme son nom l'indique, je vais commander au resto du coin. Alors, on est local avant tout parce que quand vous allez ouvrir votre application, vous allez voir les restaurants les plus proches de vous. Pas forcément ceux qu'on a décidé de classer en haut. Parce qu'il y a plein de manières de classer les restaurants, mais ce n'est pas par proximité que c'est fait sur les grandes plateformes. C'est fait en fonction du contrat tel qu'il a été négocié. C'est fait en fonction du référencement sponsorisé. On peut payer de la publicité en plus des 30% sur Mais les toi aussi, plateformes. on pourra. Non. Même dans le quartier? Non. On classe les restaurants par ordre de proximité. Après, on peut aller chercher loin si on veut, si la livraison est possible. D'accord. Donc on peut aller chercher le même restaurant que sur une autre plateforme. Mais c'est une concurrence équitable, c'est classé dans l'ordre. Vous retrouverez par contre en tête vos restaurants favoris, ceux chez qui vous avez déjà commandé, Ouais. et ceux auxquels vous vous êtes abonné, c'est aussi un autre sujet. C'est-à-dire, vas-y. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous êtes restaurateur et vous êtes référencé sur une grande plateforme, j'ai envie de dire, ce ne sont pas vos clients. Si vous êtes déréférencé, vous perdez toute votre clientèle du jour au lendemain. Et ce que vous avez fait dans la durée, vous n'avez pas construit une clientèle. Donc nous, on veut aussi résoudre ce problème. Et un client, un consommateur qui aime tel restaurant, peut s'abonner à ce restaurant en un clic. Je m'abonne pour recevoir l'actualité, donc les plats du jour de ce restaurant. Et ça change aussi un peu la donne. C'est vachement intéressant, hein, Jonathan. Hein. Merci. C'est abouti comme réflexion. On essaye. Après, Après, il y a ça tout. fait 15 ans, moi, que je suis à l'écoute des entrepreneurs. Et à chaque fois, ces idées locales, alors à un moment, c'était course en ville, tu vois. Le problème, c'est la force commerciale. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu es local, il faut que tu ailles les voir un par un, les gars. Là. Oui et non. Vas-y. Les grandes plateformes déploient des commerciaux. J'ai discuté avec l'un d'entre eux il n'y a pas si longtemps, région par région, qui vont voir les restaurateurs, surtout ceux qui ont une image, qui ont du débit, qui ont un potentiel, pour les motiver à venir vendre leur place sur la plateforme. Et quand ils sont très, très attirants, ces restaurateurs, ils vont même essayer de leur faire signer un contrat d'exclusivité, moyennant un meilleur classement. Nous, on n'a jamais démarché les restaurateurs. Et en 1 mois et demi, il y en a plus de 500 qui sont inscrits sur la plateforme. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent une solution alternative. Aujourd'hui, il faut faire de la livraison, il faut faire de l'emporter. Les grosses plateformes ont un pouvoir énorme, elles ont de la visibilité. Donc, nous, ce sur quoi on mise,
c'est qu'on ne va pas aller chercher un par un les restaurateurs. On compte sur eux non seulement pour venir, ce qu'ils font, pour créer leur menu. Combien t'en as là ? Plus de 500, 520 en 1 mois et demi. Sachant que notre objectif initial, c'était d'en avoir 1000 en 1 an. Ouais, non, mais je respecte. Et en plus, comme l'application est simple, on leur donne la main. C'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes leur menu pour pas qu'on ait à le faire, nous, en interne. C'est ça que tu appelles un outil qui reproduit leur façon de travailler ? Alors, pour reproduire leur façon de travailler, en dehors du côté simple, c'est plus que on va mettre beaucoup en avant les plats du jour. Et aujourd'hui, un bistrot de quartier, une brasserie qui fonctionne sur des plats du jour, n'est pas pertinente sur ces plateformes. C'est ça. Parce qu'il y a des cartes à rallonge. Tu veux reproduire la capacité qu'il a d'écrire sur sa vitrine tous les jours. Ou ne serait-ce qu'un menu court avec Ouais. des produits frais. Aujourd'hui, si on rentre sur une des grandes plateformes avec 3 plats, on est ridicule. C'est intéressant. Je pense qu'on ne nous référence même pas. C'est intéressant. Tu es quelque part dans la food tech, là, tu es quelque part entre Uber, Deliveroo et puis les Frischti, Nestor et autres qui cuisinent eux-mêmes le plat du jour. Voilà, C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'affranchir de ce qui marche, parce que quand ça fonctionne, c'est que la demande est là. Mais quand il y a des points de friction, on peut essayer de le traiter différemment. Non, et je repensais à l'histoire locale. On peut penser que le livreur lui-même, s'il est un peu malin, il peut fédérer 3-4 restaurants du quartier, rester dans son quartier, livrer les gens dans le quartier. Et traiter, ouais. Et tout à coup, le métier, Enchaîner les courses il également, devient ouais. moins dur. Hein. Oui, et puis il devient moins dur, moins dangereux, moins tout ça, quoi. C'est possible aussi. Ouais. C'est possible aussi. Mais ce qui est super encourageant, c'est qu'on a des coursiers qui nous disent « je vais en parler aux restaurateurs avec qui je travaille Ouais. ». On a des restaurateurs qui nous disent « je vais en parler à mes clients Ouais. ». On a des restaurateurs qui nous disent « je vais en parler à mes collègues restaurateurs ». Donc il y a vraiment quelque chose de motivant. Très bien. Donc ça s'appelle Resto du Coin. C'est ça. Je sais pas si on va montrer le logo là, comme ça. Voilà, on va le voir. Voilà, Resto du Coin, c'est beau. C'est nouveau, ça vient de sortir. Jonathan Mallet était notre invité sur Bismart. Merci beaucoup. On repart les amis, et donc on repart avec Pauline Leclerc. Bonjour Pauline. Bonjour Stéphane. Perle d'histoire. Perle d'histoire, ouais, c'est notre aventure, je vous le présente. Non, juste, on va raconter un peu. Donc, j'ai mis mémoire des entreprises face au Covid. Enfin, Ouais. voilà, il faut que ça rentre dans les. Mais alors, oui, un mot de perle d'histoire, parce que depuis combien de temps Perle d'histoire existe Depuis 12 ans. Ouais, 12 ans. 12 ans, c'est vraiment une aventure entrepreneuriale. Au début, c'est l'idée qu'on file en se disant, tiens, moi j'aimerais tellement mieux connaître l'histoire de ma famille, et puis d'histoire de famille aux histoires d'entreprise, et la découverte d'un métier génial, passionnant, qui est l'ingénierie historique. L'ingénierie historique. Ouais. Ça vous semble un peu abscon? Vas-y, raconte-moi Non, ça. mais effectivement, l'ingénierie historique, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un mot notamment que Florence Descamps, qui est chercheur à l'EPHE, nous a soufflé, et qui est le marché de l'histoire. Et il existe un marché de l'histoire, et donc nous, on est une agence, aujourd'hui une agence de 10 personnes, et qui s'est spécialisée dans la préservation et la valorisation de l'histoire des entreprises. Voilà. Donc on accompagne les boîtes pour vraiment structurer leurs ressources patrimoniales. Donc on a 2 grandes familles de métiers, une grande famille autour des archives. Donc là, c'est vraiment travailler sur les ressources, les archives, la mémoire, les collections, les lieux qui font l'histoire de l'entreprise. Et puis une autre activité qui est la médiation culturelle. C'est quel est le meilleur moyen pour transmettre cette histoire. Et pour chapeauter tout ça, on se refait pas. J'ai commencé dans le conseil. On est aussi des consultants, et consultants en stratégie patrimoniale, c'est-à-dire vraiment aider les boîtes à identifier, quand elles ont le sentiment que ça peut servir à quelque chose, et finalement, quels sont les enjeux auxquels l'histoire va répondre. Parce que d'avoir l'histoire, c'est bien beau, mais en fait, à quoi ça sert? Et donc voilà, on accompagne les entreprises. Je te poserai une question sur à quoi ça sert, mais avant ça, il y a des chartistes, parce que c'est l'école des chartes, il y a des pour faire les archives. Exactement. Il y a Dans des chartistes l'équipe, dans ton équipe aujourd'hui? Tout à fait, dans notre équipe. Alors, selon les 2 pôles que je t'ai décrits, dans la partie archivistique, c'est Valérie Marchal, effectivement, chartiste, qu'on a la joie d'avoir chez nous. Et donc, Valérie, elle était avant responsable du service patrimoine de l'INPI, donc tous les brevets, tous les propriétés dépôts de marque. industrielles. Hein. Exactement. Ouais. Et chez nous, donc elle est vraiment là pour mettre en place des politiques d'archivage, pour faire respecter les normes, pour faire respecter la RGPD, pour accompagner les entreprises dans l'accès à l'information. Parce que finalement, c'est aussi un sujet d'actualité. Bien Quand sûr. on n'est plus au bureau au quotidien, comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à la bonne info au bon moment? Donc là, il faut structurer un peu les archives. C'est passionnant, Pauline, et j'ai l'impression qu'en plus, donc, il y a 12 ans, tu as été visionnaire, parce que pour moi, ça colle avec deux injonctions aujourd'hui qui pèsent sur les entreprises. Il y en a beaucoup, mais deux.
La première, c'est quand même qu'on leur demande assez régulièrement de rendre des comptes. Ouais. Et effectivement, l'archive est une preuve. Voilà. Complètement, l'archive est une preuve quand il s'agit de rendre des comptes par rapport à une décision, quand il s'agit de rendre des comptes parce qu'il va y avoir un procès qui va vous tomber sur la figure. Ou même devant l'histoire, c'est-à-dire on est aujourd'hui sur des mémoires qui s'entrechoquent, qui remontent d'énormément de communautés, et à un moment, des entreprises peuvent se retrouver au milieu de ces mémoires, sachant pas trop ce qu'elles ont pu faire il y a 20, 30, 40, 50 ans. Ouais, là, c'est effectivement, je vous rejoins pas mal là-dessus, et on a eu des sujets avec des clients qui nous ont dit, mais en fait... Est-ce que nous, on a quelque chose à voir avec ce sujet-là ? Voilà. Que ce soit l'esclavage. Voilà. Quel est notre lien avec l'esclavage ? Quel est notre lien avec l'utilisation de tel ou tel matériau qui, des années après, s'est avéré dangereux ? Exactement. Voilà. Et là, effectivement, ça fait partie de notre métier et de la particularité de notre métier, c'est qu'on dit aux entreprises, intéressez-vous à votre histoire et n'hésitez pas à le faire d'une manière scientifique pour vous en interne. Déjà, connaissez-vous, en fait, vous-même, un peu ce que vous dites sur quand la question va être posée, quand ce choc va advenir, qu'est-ce que je vais répondre ? Et qui je suis, moi, là-dedans. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on propose notamment ce qu'on appelle, nous, un corpus historique, c'est notre jargon, mais c'est de faire un travail de recherche historique, scientifique, en interne dans les boîtes, pour pouvoir, source à l'appui, archive à l'appui, se dire où est-ce que j'étais, moi, dans cette histoire-là ? C'est ça. Et quelle est mon histoire ? Et puis ensuite, en fonction des opportunités, que ce soit des opportunités constructives ou des opportunités défensives, en mode un peu gestion de crise, de se dire sur quel levier je vais appuyer, quelle est la thématique et quelle est ma réponse, quoi. Complètement. C'est super intéressant. Et l'autre élément, alors celui-là plus positif, c'est toute cette histoire de raison d'être. Oui, complètement. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui remonte en plus énormément. Voilà. Ouais. C'est quelque chose qui remonte énormément et on le voit alors, dans la réflexion sur qui on est, fondamentalement, quand on se dit, finalement, quand on revient aux origines, il y a ces éléments-là de la mission, c'est de se dire, pourquoi est-ce que j'ai été créé ? Quelle a été l'intuition du fondateur au début ? Et dans la strate, c'est là-dedans, dans ce terreau-là, qu'on peut retrouver des éléments qui vont nous dire qui je suis aujourd'hui, quand parfois on s'est un peu éparpillé. Et on a eu comme ça la demande d'un industriel, c'était le dirigeant, qui disait, ok, alors, au début, on a fait des raffineries. Ensuite, on s'est mis à faire des locomotives. Ensuite, aujourd'hui, on fait des machines-outils. Mais en fait, qui on est ? Pourquoi est-ce qu'on est passé comme ça, d'un métier à un autre ? Et c'était assez génial. Et je trouvais que sa question était fabuleuse. Bien sûr. Parce que ça permet de trouver le fil conducteur et de contextualiser. Dire, en fait, nous, on a suivi l'innovation, quoi. C'est ça. Et j'imagine, eux, le fil conducteur, c'était l'excellence industrielle ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Exactement. Donc, il y a un moment, c'est de retrouver ce fil rouge qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui, comprendre les évolutions et comprendre qui on est. Donc, dans la raison d'être, effectivement, ça se retrouve carrément. Et donc, c'est pour ça que merci de me poser cette question-là, parce que ça peut être réducteur quand on parle d'histoire d'entreprise à de la com'. Mais en fait, c'est fondamental de voir à quel point ça irrigue. Nous, c'est un peu notre mission depuis 12 ans. Là. C'est vraiment de se dire... Le patrimoine est une ressource de dingue, c'est un capital vraiment au sein de l'entreprise et que pour pouvoir en tirer toute la sève, il faut le connaître, il faut l'organiser, il faut le digitaliser, il faut le rendre disponible et accessible. Et donc pour la raison d'être et la strate, ça c'est sûr, pour l'innovation à fond. Et le faire comme vous le faites, c'est-à-dire le faire de manière scientifique, j'ai presque envie de dire robuste et opposable. Oui, c'est le but. Ouais. Tout le monde en fait, en gros, l'histoire, elle se retrouve là... mise à toutes les sauces. Tout le monde utilise l'histoire, tout le monde se sert de l'histoire pour porter tel ou tel propos. Et puis on raconte des histoires parce que quand on raconte des histoires, on sait qu'on va toucher les gens. Oui, mais à un moment, j'arrive. Non, ça c'est voilà. Ouais, nous, on est ça et on a tout le corpus scientifique derrière qui nous permet de dire qu'on est ça et d'aller contester si. Exactement, d'aller contester, d'aller enrichir, contester. J'en discutais avec une amie qui est responsable du patrimoine d'une marque et qui me disait, mais nous, on s'en sert aussi pour tous les procès en contrefaçon. Parce que quand on a justement la preuve de, en fait, c'est nous qui avons créé ce produit à telle époque, et en fait, ce qui arrive derrière, qui est copie conforme de ce qu'on a fait, et de la contrefaçon par rapport à ce qu'on a fait. Effectivement, cette robustesse, elle est vachement importante. Est-ce qu'il vous est arrivé de trouver des trucs les entreprises, oui, mais que peut-être même elles, en fait, ignoraient ou non, il n'y a pas... Si, alors j'ai justement une histoire dont j'avais envie de vous parler qui était assez géniale. Ils en avaient l'intuition. Ils ignoraient pas complètement. Après, des personnes, en fait, il y a celui qui est le commanditaire qui peut avoir l'intuition, de dire, mais là, je sais qu'il doit y avoir quelque chose. Et puis ensuite, il y a toute l'entreprise
Et là, il y a vraiment souvent un gros gap entre les deux. Et donc là, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les vins et spiritueux, et qui nous a dit, voilà, on a racheté cette entreprise, on aimerait bien connaître l'histoire de cette boîte, parce qu'on est en train de la redéployer complètement d'un point de vue marketing. Super intéressant. Donc c'est dont je vous parlais, c'est le côté corpus. On a fait ce boulot-là pour eux, en interne. Il n'y avait pas de sujet de transmission pour l'instant, mais c'était réflexion stratégique sur où est-ce qu'on veut emmener cette boîte qu'on vient d'acheter. Et donc, on a fait un gros travail de recherche historique dans les archives. Dans ces cas-là, on y va, on se déplace, on va aux archives municipales, on va aux archives départementales, on va à la DRAC et tout pour retrouver. Et là, c'était génial parce qu'ils ont commencé à Tain-l'Hermitage, ensuite ils sont partis à Bordeaux, ensuite ils sont partis en Bourgogne. Et en fait, on a retracé une sorte de petit itinéraire, parce que c'était une boîte familiale, donc de génération en génération. Et ça leur a donné une légitimité sur chacun de ces marchés-là. Et des gens en interne, après, ils ont fait ça pour tous leurs commerciaux. On a raconté toute l'histoire aux commerciaux. On a dit, mais on ne savait pas. On ne savait pas qu'on avait été en Bourgogne, alors que c'était quand même une grosse filiale pour la boîte. C'était passé à la trappe parce que ça va très vite avec les cessions de boîtes. Non, mais c'est encore plus intéressant que la boîte qui rachète, en plus, elle a toujours un problème, surtout si c'est quelque chose d'humain et une activité très humaine, elle a toujours un problème de légitimité. Et tout à coup, la boîte qui rachète fait « Et en plus, je vous apporte votre histoire, les gars. Et non seulement je vous respecte, mais je fais plus que vous respectez. Je vous en apprends sur vous-même et je m'inscris là-dedans. » C'est extraordinaire. Il faut que toutes les fusions-acquisitions fassent ça. Ah, ça serait canon. C'est toujours un gros sujet. Surtout quand là, on fait, celle auquel je pense, si on pense celle du moment, la Veolia Suez, alors pour le coup là, sur Suez... Là. Ouh On viendra après, parce que là, pour l'instant, c'est un peu chaud. Mais tu sais, juste parce que je me souviens très bien, pardon, je vais la faire très très courte, mais Gérard Mestralet, donc la compagnie du canal de Suez, parce que c'est quand même ça, hein, qui est intégrée à un moment dans, je me gourre toujours, Générale ou Lyonnaise des Eaux, je crois que c'est la Lyonnaise des Eaux pour Suez, et qui ressort en banque. Et quand Gérard Mestralet, à l'époque, patron donc de ce qui était Suez et puis qui est devenu GDF Suez, était pris à partie par des actionnaires parce que... Mais il était comme ça, il accrochait la table. Mais vous savez d'où on vient ? C'est ça. C'est hyper fort. Hyper fort. Ouais, c'est hyper fort. Non, mais ça donne effectivement une légitimité, un ancrage, une crédibilité qui est fondamentale. Bon alors, Pauline, on fait blabla, mais mémoire des entreprises face au Covid. Donc, ça c'est l'actu. Voilà, ce que tu as décidé de faire, c'est enregistrer des dirigeants, c'est ça ? Oui. Ça, c'est effectivement notre actualité. C'est la prise de conscience du premier confinement, mars l'année dernière, où le coup près tombe. On est tous chez nous, assignés à résidence. Et là, on se dit, on est en train de vivre un truc exceptionnel. Et comme vous le disiez, on est des historiens, on est des chartistes, on est des historiens de l'art. On s'est dit, nous, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de créer les sources d'archives de demain. C'est de se dire, ce moment qu'on va vivre, il faut qu'il reste dans l'histoire. Et l'histoire, elle dépend des traces qu'on en laisse. Et donc, donc on s'est mis en musique. Il y avait cette obligation. On était allé voir les archives nationales. Alors, il y a une branche des archives nationales qui s'appelle les archives nationales du monde du travail, qui est à Roubaix, donc qui dépend du ministère de la Culture. Et on leur a dit, écoutez, il faut qu'on documente ça. On va faire l'histoire de la décision à travers la mémoire des dirigeants. Est-ce que ça vous intéresse ? Alors qu'ils étaient tous chez eux, c'était non essentiel, tout était fermé. Ils ont dit, c'est génial, on prend. Et donc, on s'est dit ensemble, maintenant, il faut que ce soit faisable. Nous, ce qu'on fait, c'est un service d'intérêt général. Donc, ce sera un don. Et donc, on a rassemblé ensuite des partenaires. Il y a des mécènes. Il y a KPMG qui nous accompagne en tant que mécène. Il y a l'Observatoire B2V des mémoires également. Et puis, il faut qu'on tire des enseignements de ce qu'on est en train de vivre, de tout ce que les patrons vont nous donner. Et donc, le SCP. Ce partenariat, le SCP, c'est les chercheurs. C'est l'école. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. L'école de management. Et c'est des chercheurs derrière. C'est des enseignants-chercheurs qui vont pouvoir prendre la matière et commencer pour maintenant à tirer des enseignements. Alors, c'est ma première question. Donc, combien tu en fais des entretiens ? 40 ? 40, oui, on est à 42, ça nous a un petit peu... Voilà. Des SBF 120, plutôt des grands patrons, lourdes responsabilités. On a commencé par des gros, en se disant, c'est le rêve d'aller voir tout le monde, mais à un moment, il y a aussi une limite de moyens. Et donc, les gros, on a 40 dirigeants, CAC 40, ETI. ADP, Nexens, Pierre et Vacances, Renault, Sodexo. Ouais. Total, et Pouyanné, il vous a... Ouais. Accordé une demi-heure. Ils sont super, parce que c'est vraiment eux un don qu'ils font aussi à l'histoire. Ah oui, mais ça prouve aussi l'importance. Eux-mêmes ont conscience. Complètement. Parce que pour que Pouyanné vous donne une demi-heure, j'aimerais bien qu'il me la donne. Non, mais c'est vrai qu'on a été... Il y avait un peu un pari de se dire, est-ce qu'ils vont avoir la disponibilité pour nous
pour nous donner leur témoignage. Et en fait, on a été très agréablement surpris. Ils ont vécu un truc qui était tellement dingue. Ils ont été très fiers de leurs équipes. Ils ont mis en œuvre des choses inhabituelles et ils se sont dit, il faut que ça reste dans l'histoire. Ils ont vraiment été sensibles à la démarche. Et donc, effectivement... 30 minutes, des parce grands que noms, je pense que tu voulais plus, mais c'est pour justement avoir c'est leur pour avoir de la disponibilité. disponibilité, c'est parce qu'on était sur un sujet très précis qui était l'histoire de la décision. Donc, il y a une dizaine de questions, c'est les mêmes questions pour tout le monde. C'est ça, c'est normé et scientifique. Hein. Ouais, c'est normé. Le but, c'est vraiment de créer de l'archive. Et là, ce qu'on réalise, c'est une campagne d'archives orales. Donc, ça a été normé. Normé au début méthodologiquement dans le questionnaire, qui est le même pour tout le monde, sur le choix de la thématique. Et puis normé derrière dans l'analyse, parce qu'on fait des trucs archivistiques, hein, donc des fiches chronothématiques, des fiches témoins, des fiches enquêteurs, pour que ça devienne vraiment une archive. Et quand vous allez avoir le chercheur qui va se mettre dedans, il sache, ah bah ok, donc ça a été interviewé par machin associé de KPMG, par exemple, et donc il peut y avoir un biais dans l'interview, mais ça, l'historien doit le savoir. Ça a été fait à tel moment et à telle date. Donc, à telle date, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là pour Total? Ah bah voilà, chute du prix du baril, machin. Voilà, pour qu'il puisse avoir les éléments de contexte qui font qu'il va pouvoir étudier le témoignage et en ressortir vraiment quelque chose. C'est ce qui le distingue avec une interview qui va être intéressante aussi pour l'historien, mais qui ne sera pas... Bien sûr, documentée là. mais tu dis ils vont pouvoir s'en saisir tout de suite. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 30 ans les archives, normalement. Celles-là ne sont pas soumises... En termes de disponibilité. Oui, en termes de disponibilité. Il y a un gros boulot qui a été la gestion des droits d'utilisation de ces témoignages. Et on a donné le choix à chaque dirigeant. Et donc, il peut soit tout de suite céder son témoignage, soit le céder uniquement en salle de lecture. Donc, il faut aller à Roubaix, et voilà, c'est plutôt une démarche d'historien, soit le garder confidentiel pendant 25 ans. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, selon le Code du patrimoine, c'est le secret des affaires. Donc, mais vraiment, à notre aussi grand bonheur... Qui le garde au secret pendant 25 ans? Non, ça, on ne vous le dira pas. Mais par contre, j'ai fait le petit calcul pour m'amuser. Il y a plus de 90% qui ont dit tout de suite. Oui, je comprends. Ouais. Je comprends aussi que, par exemple, j'en sais rien vraiment, mais je vois dans ta liste Renault, à un moment où c'était doublement compliqué pour eux. Voilà, peut-être que lui, il dit... En tout cas, s'il est sincère, je pense, s'il est sincère avec toi... Il a dû dire, laissez ça de côté un petit peu quelques années. Et c'était bien, effectivement, comme vous le dites, de pouvoir donner cette voix à la sincérité et à l'authenticité. C'est ce qu'on va rechercher. Ouais, c'est ça. Donc, ils n'avaient pas le questionnaire en avance, donc ils avaient la possibilité de rendre le truc confidentiel. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que ça fasse date, quoi. Et donc, très vite, tu dis grande fierté. Moi, j'ai posé la question, puis maintenant j'ai arrêté, mais à chaque fois, je posais la question, pareil, aux grands patrons, quand même, ceux qui avaient des très lourdes responsabilités. Qu'est-ce que tu as appris? Et tous, c'était sur les possibilités d'agilité d'une organisation humaine qu'ils ne soupçonnaient pas. C'est ça qui ressort aussi. C'est ça qui ressort. Et ce qui ressort aussi, et ce qui était assez étonnant, inattendu, comme nous le disait Jean-Philippe Bouillot, chercheur à l'ESCP, c'est qu'en fait, ça a été une phase d'accélération. Là où on se dit, tout le monde a été stoppé, potentiellement, il y en a même certains qui ont dû fermer, arrêter leurs usines. Quand on parle de hauts fourneaux pour le groupe Pochet, c'est des choses lourdes. Mais en fait, ça a été aussi une occasion d'accélération parce que des choses qu'on pensait inamovibles ont été obligées de bouger. Des process logistiques, des process de fabrication. Voilà, on a été obligé d'approvisionnement, on a été obligé de faire autrement. Et donc, on a trouvé d'autres solutions qui vont perdurer. Donc cette agilité, ça a été très, très fort. Et cette accélération, c'est aussi des clients, des témoins qui nous ont dit on a fait le ménage dans notre portefeuille client. En fait, il y avait une question de survie. Donc, il y a un moment, on est obligé d'aller à l'essentiel parce qu'on ne peut pas approvisionner tout le monde. C'est dur, mais il faut choisir. Mais en fait, le choix qu'ils font, qui est un choix stratégique qu'ils font maintenant, c'est aussi tout ça de gagner pour la suite. Donc, voilà, ce genre d'accélération, M. Pouyanné nous en a fait part aussi. C'est des éléments importants. À partir du moment où on a une structure qui est bien gérée, qui est bien organisée, que la crise est gérée, le dirigeant, il maintient le cap, il maintient sa stratégie, et là, il peut aussi accélérer dans cette phase. Donc ça, c'était assez inattendu, en termes d'apprentissage. Et puis cette grande fierté, il y a vraiment des dirigeants qui ont témoigné en disant mes équipes m'ont bluffé. Et là, c'est toute l'émotion qui remonte, toute la fierté, et aussi les choix d'une organisation le plus décentralisée possible, le plus proche du local possible. Parce que dans les groupes internationaux, la réaction qu'il faut avoir en Chine, et puis ensuite en Italie, puis ensuite aux États-Unis, avec tout à fait. En cascade, c'était difficile, quoi. Donc c'est le local qui prend des décisions. On attend le bouquin, il faudra faire un magnifique bouquin avec tout ça, non? On va y réfléchir. Ouais. Non, mais c'est vrai, il y a une journée d'études là, qui est organisée à l'ESCP en mars. Par Jean-Philippe. Et là, il va faire signe à quelques amis chercheurs. Lui est spécialisé en sociologie, tous ceux qui sont spécialisés plutôt en management, pour tirer des enseignements de tout ça. Est-ce que ce sera des articles? Est-ce que ce sera un bouquin? Est-ce que ce sera... On verra, mais effectivement, on a assez envie de le lire.
L'histoire et les entreprises, les amis. Donc, Pauline Leclerc, perle d'histoire, notre invitée sur Bismart. Et on termine avec Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Qui vient nous voir régulièrement pour donner son point de vue sur l'actualité économique, financière, l'actualité des marchés. Mais là, quand même. Donc, quand même, je veux qu'on réserve, parce que j'ai envie de savoir ce que tu penses, toi, de toute cette histoire Robinhood, etc., qui est quand même très, très, très intéressante. Mais il faut parler, alors pour le coup, parce qu'on parle depuis un bon moment, mais après, il faut soulever le capot, désosser le modèle, parler marketplace. Oui. En fait, il se trouve qu'en ce moment-là, depuis quelques semaines, on va dire, dès que je soulève un capot, que je m'intéresse un peu à une boîte, il y a une marketplace pas très loin. Soit elle veut faire sa marketplace, soit elle est associée à une marketplace, soit ils se font un groupement pour faire des marketplaces ensemble. C'est le phénomène. Et toi, en l'occurrence, c'est un phénomène que tu as compris très très tôt avec netinvestissement.fr. Oui, alors qu'on a compris, je ne sais pas si on est plus intelligent qu'on l'a compris avant les autres, en tout cas c'était notre façon de penser. Bon, c'était il y a 10 ans quand même. Je peux te dire que c'était avant tout le monde. Hein. Et c'est intéressant. Il y avait Jeff Bezos et toi en gros. C'est-à-dire, voilà. bon, ça veut dire qu'il y en a un qui serait peut-être sorti un peu mieux que l'autre, bon on va savoir, mais c'est pas grave. Je lui souhaite tout le bien du monde. Malheureux. Il est très très malheureux, non mais je pense en particulier au mec qui lui ont conseillé en 97 de vendre sa boîte, ça c'est quand même génial. Enfin bon bref, je me demande où il est celui-là. Mais c'est vrai parce qu'il y a 10 ans on s'était rencontrés justement dans ce cadre-là et nous avec Karl on était un peu iconoclastes parce qu'en fait à l'époque même d'un point de vue juridique quand tu créais ta boîte ou quand tu créais ton business tout devait être extrêmement vertical, tout le monde voulait intégrer sa propre force commerciale, sa propre direction des produits, créer ses produits, etc. Et nous on s'était dit dans notre secteur on sentait que c'était pas ça que monsieur madame tout le monde demandait, au contraire la banque qui a sa méthode, son produit, sa couleur, son enseigne, c'était plus ça qu'attendaient les Français en termes d'épargne, ou en tout cas 2008-2010 les avait clairement calmés une bonne fois pour toutes sur ça. Et c'est peut-être ça qu'on a senti avec Karl, c'est qu'on s'est dit, tu te rappelles, j'avais utilisé face à toi, démocratiser, dépoussiérer, c'était ouvrir en fait ce spectre. Et indirectement, c'est même pas une question de marketplace, c'est une question de technologie la marketplace. C'est une question d'esprit. Tu peux avoir, je sais pas. Non, je suis pas d'accord du tout. C'est pas une question de technologie la marketplace. Ah quand même, il faut être capable de se brancher. Il y a 10 ans, pour l'avoir vécu, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui de se brancher chez tout le monde et d'importer les solutions. Il y a énormément de techno, mais d'ailleurs, ça change tout Amazon d'ailleurs. Miracle, qui est la licorne française qui fait des marketplaces partout dans le monde, ils vont revenir là pour qu'on parle de tout ça, parce que justement ça m'intéresse. Non. Ce qui est intéressant, c'est les produits sont tout à coup devant toi avec une forme d'égalité. C'est ça. Le choix, il est plus sous le contrôle d'un conseiller en gestion de patrimoine qui est forcément biaisé pour tout un tas de raisons. Donc, ou pas d'ailleurs, ou pas. Si, il l'est forcément. Donc c'est en ça où ton mot de démocratisation il est très intéressant. C'est la transparence. Et puis surtout aujourd'hui, et là pour le coup, on peut critiquer autant qu'on veut Amazon. Amazon a apporté, alors il y en a d'autres, c'est Discount, moi qui suis bordelais, je vais défendre un peu notre crèmerie française, mais Amazon plus que les autres, dans plein d'autres secteurs et pas simplement dans le e-commerce, a créé la vraie marketplace. C'est-à-dire cette marketplace où évidemment il continue à y avoir des produits où on sait qu'Amazon touche plus de commissions, ou peut le gérer lui-même. Et là, il peut avoir cette tentation comme certains groupes de la distribution française. Bien sûr, mais ont fait leur propre marque. Je pense à Decathlon, etc. Mais pour autant, dans la vision, dans la mise en place et dans le marketing, tu l'as très bien relevé, c'est finalement la même chose qui sort. Alors on sait très bien que dans le top 3, quand tu vas chercher un produit, ça va être plutôt celui qu'ils aiment bien, qui va passer sur l'abonnement Prime, et c'est forcément celui où il marche le plus. Mais on est plus naïf aujourd'hui. Et c'est ça qui est bien, c'est que la marketplace, c'est aussi un moyen pour le consommateur de prendre un peu ses propres responsabilités. Parce que le CGP ou le banquier ou l'assureur qui orientait un peu ton épargne, parce que forcément, pour des raisons qui lui appartenaient, il avait tendance à peut-être l'orienter, aujourd'hui, tu ne peux plus dire que c'est plus le cas, puisque quelque part, c'est toi qui provoque cette démarche commerciale en allant chercher ce produit. Et puis en plus, pour être très clair, quand je parle du biais du CGP, ça peut être juste un biais de réflection. Intellectuel, sa propre perception des choses. Il a parfois ses propres intérêts, ses propres accords. À ce moment-là, ils sont quand même assez largement transparents, mais déjà, ça fait un biais, mais il peut y avoir juste son biais de réflexion. C'est ça qui est intéressant. La limite, et tu faisais allusion à Robinhood et autres sujets comme ça, la limite de la marketplace, c'est aussi qu'à un moment donné, si tu laisses un néophyte ou un profane aller tout seul faire son marché, il y a certains secteurs où ces réflexes peuvent être encore trop naïfs ou en tout cas trop pas assez cuir-tannés, et le CGP que je suis ou le banquier peut le protéger à ce moment-là sur ce secteur-là. Il faut, alors comme on le dit régulièrement, le meilleur des deux mondes.
Il faut qu'à un moment, tu aies cette marketplace avec des verrous de sécurité à droite à gauche, parce que c'est vrai qu'on parle quand même de choses sérieuses. Il faut donc netinvestissement.fr. Il faut donc netinvestissement.fr. Qui fait du digital, c'est-à-dire une marketplace avec au bout du fil des êtres humains. Et d'ailleurs, Primonial, donc Primonial, grosse maison de gestion Primonial, c'est pas les derniers des trucs. Ils ne sont pas trompés. Et donc, ils ont décidé de te racheter. Tout à fait. Ce qui nous vaut ce large sourire là, de l'entrepreneur. Oui, ce large sourire d'abord. En plus, tu as du bol, tu es déjà à Bordeaux. Tu n'as même pas besoin de prendre ta retraite à Bordeaux, tu es déjà à Bordeaux. Tu es déjà dans un endroit de rêve. On se connaît assez pour savoir que je ne prendrai pas ma retraite. Parce que justement, 18 mois. Non. Enfin, vraiment, là, Stéphane, le sujet. Mais je t'invite à inviter les dirigeants de Primonial. Parce que tu dois être le 50e entrepreneur que je reçois sur ces 15 dernières années qui fait « Ah non, mais Stéphane, mais... » Ah non, moi je reste, parce qu'on va développer au sein de cette grande entreprise quelque chose de très intéressant. Non, moi je ne vais pas développer au sein de cette entreprise. Moi je vais développer au sein de cette entreprise, mais je vais aussi développer cette entreprise. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis Net Investissement et au sein de Primonial, c'est ça qui est très intéressant. C'est que le patron de Primonial, il n'a pas voulu mettre Net Investissement by Primonial. Il veut Net Investissement parce que lui, en fait, il a compris l'architecture ouverte. C'est-à-dire dans son cerveau, il y a une marketplace. Primonial a ses produits. Primonial traite aujourd'hui avec des CGP indépendants. Primonial a sa propre force commerciale. Donc en fait, Primonial a déjà 90% d'un parcours client. Ce qui manquait à Primonial, et c'est pour ça qu'on n'est pas en concurrence, nous, Net Investissement, avec les forces commerciales de Primonial, c'est les clients qui viennent sur Internet, qui font leur marché, qui vont sur des marketplaces. Et c'est là où Stéphane Vidal, il est malin. C'est qu'il s'est dit à un moment donné, il me manque cette brique-là. Et donc cette brique, c'est pas je vais acheter, je vais intégrer, et puis comme toujours, les gros vont casser le petit jouet, parce que dans 9 cas sur 10, ça ne part pas dans le bon sens. Du reporting. Voilà, et ben c'est pas du tout l'objectif. C'est pas l'objectif. N'empêche, tu vas en faire du reporting. Il y aura un objectif sans doute des reporting financiers, évidemment, parce qu'on est au sein d'un groupe. En revanche, sur toute la démarche, sinon je ne serais pas assis en face de toi, on est assez libre de ce qu'on veut dire, de qui on est et comment on est. Et tu nous connais, on est, Carl et moi, assez chien fou, et pour autant ils sont ravis. Et je vais te dire franchement, Stéphane, on n'aurait pas fait cette opération avec Carl avec aucune autre boîte que Primonial, parce qu'ils sont aussi innovants et ils sont tout à fait capables de remettre en question leur propre modèle. Non, mais il y en a d'autres, des beaucoup plus intéressants, qui auraient pu me mettre à la retraite beaucoup plus vite, pour aller dans ton sens. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'on se marre un peu, et on va se marrer avec Primonial, évidemment. Bon, très bien. Mais donc voilà, marketplace, évidemment. Le phénomène du moment. L'architecture ouverte. Ouais, dans absolument tous les secteurs. On en reparlera. Il nous reste 5 minutes. Alors, Robinhood. Donc, il y a les deux lectures. Il y en a qui disent qu'il y aura un avant et un après à Wall Street. Et puis d'autres, il y a Jean-Pierre Petit qui était à ta place la semaine dernière, là, qui dit non, enfin, on n'en parle plus dans une semaine, une fois qu'ils ont repris la porte de Saloon dans l'autre sens. De toute façon, ça y est. Je pense ça y est, non, il y a encore une... La boîte en question, enfin, vous connaissez tous l'histoire, je crois qu'elle avait pris 1600%. 1600%. Elle en a peut-être perdu 30-40, donc ça va. Oui, sauf que le problème, c'est que... Dis-moi un peu. D'abord, pour que les gens comprennent bien, il y a plusieurs spectres, parce que tout le monde mélange tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le grand méchant hedge fund qui, comme d'habitude, a fait de la vente à découvert sur une valeur qui... Je suis désolé, moi-même, je ne suis pas un grand consommateur de jeux vidéo. GameStop, c'est une des 7 valeurs les plus emblématiques de ce sujet, parce que c'est celle qui a pris 1600%. GameStop, c'est la maison mère de Micromania. Oui, mais on a raconté tout ça. Le jeu vidéo va pas bien, les magasins de jeux vidéo vont pas bien. On va dire ça comme ça. Parce que le jeu vidéo va très bien. Tout ça, ils se sont mobilisés pour les défendre face... Au départ, c'est quelques iconoclastes qui sont là depuis plusieurs années sur ce site et qui s'amusent à aller embêter un peu les grands méchants de Wall Street. Là-dessus, c'est généré une certaine communauté de petits porteurs qu'on veut pas faire passer aujourd'hui pour des petites victimes et qui sont en fait ceux que résume parfaitement la phrase de Gordon Gekko dans Wall Street, « Greed is good », la cupidité est une bonne chose. Eh ben non, c'est pas de la cupidité, et c'est le financier qui te dit, n'est pas une bonne chose. Vouloir gagner de l'argent, faire de la croissance, vouloir s'enrichir, entreprendre est une bonne chose. Être cupide, c'est-à-dire faire quelque chose uniquement avec un seul but, c'est l'appât du gain, quelles qu'en soient les conséquences. Parce que pour toi, c'était le seul but. Le but, c'était pas de défendre. Si, au départ, la petite base, c'est une petite base de geeks. 1% de ceux qui ont... Non, pas 1%, je ne sais pas. Mais sur Reddit, ce groupe-là, qui au départ a pris GameStop, avait déjà fait plein d'autres opérations. Ils avaient tous perdu 1000% sur une action. Alors, ils avaient mis $10. Donc, c'est pas grave. Juste pour faire parler dans les médias qu'ils étaient prêts à perdre 1000%, juste pour montrer l'aberration des marchés financiers. Donc, cette communauté-là avait créé ce petit truc sur Reddit, qui est un réseau social. Là-dessus, c'est aggloméré une grande partie de petits porteurs qui a utilisé le fameux Robinhood. Robinhood est une plateforme qui met en place des nouveaux mécanismes de trading. Je la fais simple. On ne passe plus, quand on passe par Robinhood, par des bourses régulées
protégés, qui ont donc des obligations de fonds propres et de couverture pour les chambres de compensation, c'est-à-dire des trucs qu'on nous impose à nous, aux banquiers et y compris aux grands méchants hedge funds avec qui je n'ai absolument, je te rassure, on trade en direct. aucune Robinhood affinité. trade en direct. On trade en direct et on ne sait pas vraiment. D'ailleurs, failli les couler Mais parce c'est pas qu'il a qu'ils failli se les couler. retrouvent avec un tel volume Exactement. qu'ils ont dû aller chercher un Et donc- milliard pour Et donc couvrir leur aujourd'hui, position. il y a deux conséquences. Là, je vais dans ton sens. Il y a deux conséquences. Alors évidemment, ce sera balayé par la suite, mais ça va, j'espère en tout cas, tirer des bonnes leçons aux particuliers une fois de plus, comme en 2002-2003. Quand vous êtes un particulier, eh ben, vous manquez de connaissances. Il faut faire très attention parce que ceux qui sont rentrés et qui ont pris moins 30 ou moins 40, il y a des faillites personnelles aux États-Unis actuellement. Parce que quand ça a passé 1000%, on a tous cette tentation, y compris moi, de se dire attends, peut-être 1000%, ça va encore faire 500% pour le principe. Et ça a fait 600% pour le principe. Bah, tu mets 1000 balles, tu prends 600%, c'est colossal. Bah, il y a des gens qui ont fait ça, sauf qu'en fait, ils ne se sont pas su s'arrêter au bon moment. Et puis ensuite, il y avait des effets de levier. et quelque part, tant mieux si Robinhood s'est retrouvé pris à la gorge et a dû stopper ses ordres de passage, parce que c'est là où l'action commençait à être malmenée et que la volatilité devenait trop forte. Et là, monsieur, madame, tout le monde n'est pas câblé, ni intellectuellement, ni financièrement, pour assumer des pertes de moins 30 ou moins 40 en claquant des doigts. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font quand ils perdent moins 30 ou moins 40 ? Ils débranchent pour récupérer ce qui reste et ils provoquent la chute des cours. Et bien ça, on dira ce qu'on voudra. Je ne vais pas défendre ma crèmerie. Je ne suis pas une société de gestion. Je ne suis pas une chambre de compensation et je ne suis encore moins un hedge fund. S'il faut retirer encore une leçon, c'est que s'il y a des professionnels, c'est pas pour rien. Et que depuis 2018, on les surveille. Et bien là, la preuve, c'est tout ce que je déteste dans les réseaux sociaux, et Dieu sait que je les utilise, quand on laisse faire des gens, des particuliers profanes, donner leur avis sur la politique, faire du trading en ligne sans contrôle, sans même avoir une bourse qui enregistre des actes et qui regarde si en face elle a les moyens de l'assumer, eh ben ça peut partir méchamment en cacahuète, pardonne-moi le terme. Là, on n'est pas passé loin d'un truc assez cataclysmique. Oh, non, parce que Au départ, Capital, ça leur a coûté un peu d'argent quand même. Oui, le hedge. mais enfin, Bon, il a pris son risque. Voilà. C'est une boîte qui valait 300 millions de dollars, Oui. qui à un moment est montée à 10 milliards de Oui, et puis il parie à la baisse. Donc, non, mais il parie à la baisse. Voilà, c'est pas Voilà. systémique. Non, mais ça laisse à réfléchir quand même. D'accord. Parce que le jour où des petits porteurs veulent se faire un gros qui peut être systémique, ça aurait pu arriver. Maintenant, on va tirer la leçon de ce truc-là, on va surveiller ça de près. Quand même. Ouais, mais c'est la bourse. Non, c'est pas la bourse, Stéphane. Robinhood, c'est pas la bourse. Robinhood, ils vous promettent à vous, petits porteurs, zéro frais de commission. Non, mais attends, alors malheureusement, on n'a pas le temps, mais tu reviendras. Pourquoi, juste pour les petits porteurs, on aurait le droit de dire greed is not good? Non. En revanche, l'ensemble des hedges de la Terre, eux, ils ont le droit de dire C'est greed is pas good. greed is not good. C'est que, en fait, à partir du moment où vous passez par Robinhood, c'est pour payer zéro frais. Donc, c'est là quelle est la Bien sûr. cupidité. Ben Vous ne oui. pariez pas simplement sur la hausse d'une action. Vous ne voulez pas avoir de frais et pas payer les intermédiaires. Et vous ne vous posez pas la question de comment est payé cet intermédiaire. Et donc, cet intermédiaire est lié sur sa façon d'être rémunéré à la façon dont il fonctionne dans son passage d'ordre. Donc, le jour où ça part en cacahuète, il suspend. Pourquoi ? Parce que, comme par hasard, son principal client à qui il passe les ordres est maison mère d'un des hedge funds. Stéphane, c'est dangereux. C'est juste ce que je dis. C'est dangereux. Quand vous ne regardez pas la valorisation d'une entreprise en 2002 et que simplement parce qu'il y a point quelque chose, vous mettez tout ce que vous avez, l'argent du petit, et ben à un moment donné, si vous ne faites pas gaffe, vous savez que la porte de saloon, comme tu l'as dit, va revenir. C'est le mot de la fin. Stéphane Van Nuffel, notre dernier invité. À demain sur Bismart.